France Inter. Bonsoir, dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, 1764, la bête du Gévaudan. À l'été 1764, dans le Gévaudan, il ne fait pas bon aller garder les troupeaux. Le 30 juin, Jeanne, 13 ans, habitant le hameau des Hubacs, était partie comme tous les jours garder les vaches. Le lendemain, elle était morte et enterrée, sans avoir reçu les derniers sacrements comme le veut alors la religion. L'acte de sépulture indiquait que Jeanne avait été dévorée, victime d'une bête féroce. Cette mort tragique est la première d'une longue série qui pendant 3 ans va endeuiller et traumatiser les habitants du Gévaudan. Si depuis toujours les paysans d'Ancien Régime vivent comme une fatalité la cohabitation avec le loup, tous les témoignages, cette fois, évoquent un animal d'une taille et d'une férocité exceptionnelle. Est-ce un loup, un hybride de chien et de loup, un lion, un lynx, voire un loup-garou ou un sadique déguisé en animal? Une bête féroce en tout cas, que rien ne semble pouvoir arrêter. Ni la puissante armée du roi, ni les processions ordonnées par l'Église contre ce fléau de Dieu. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Jean-Marc Morisseau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire moderne, de l'histoire rurale. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur l'histoire du loup. Et bien sûr, l'affaire de la bête du Gévaudan y occupe une place de choix. Cette affaire donc qui a traumatisé la région du Gévaudan de 1764 à 1767, on aurait pu la classer dans la catégorie simple du fait divers. Des attaques de loups, il y en a déjà eu. Mais pour quelle raison cette affaire est-elle singulière ? Eh bien parce que la bête du Gévaudan a eu la bonne idée d'intervenir à un moment où la presse cherchait des articles à sensation. On avait terminé la guerre de 7 ans qui avait beaucoup agité les esprits et les hommes, bien entendu, non seulement en France et en Europe, mais même dans les colonies. Et la presse qui s'était beaucoup développée était friande d'articles qui avaient été ainsi mis en relief par un gazettiste, par un journaliste du sud de la France qui s'appelait Morenas et qui travaillait au Courrier d'Avignon. Et de chaîne en aiguille, d'un journal à l'autre, la nouvelle s'est répandue et surtout, elle s'est amplifiée. Donc c'est c'est un phénomène médiatique avant tout ? C'est d'abord un phénomène médiatique, effectivement, qui intervient également au bon moment économique et culturel, où, à Versailles, le roi et ses ministres pensent davantage au progrès économique, au développement de l'agriculture, et regardent les éléments qui sont liés aux Lumières, notamment, alors qu'arrivent en pleine figure les réalités de société très arriérée, de montagnes du sud de la France qu'on ne connaissait pas jusque-là. Oui, donc on est sous le règne de Louis XV. On est à la fin du règne de Louis XV et dans une région qui est très éloignée du pouvoir, puisque c'est le Languedoc des montagnes, ça correspond au nord de la Lozère et au sud de la Haute-Loire aujourd'hui, essentiellement entre les montagnes du Vivarais et les montagnes d'Auvergne, autour de la Margeride. Et dans ces hauts pâturages vivait une société très clairsemée, avec un habitat très dispersé, qui était fermé l'hiver par les neiges et les froids, et qui devait en quelque sorte vivre sur le textile et sur l'élevage bovin. C'est quand même aussi cette histoire de la bête du Gévaudan, on va le voir, est un puissant révélateur aussi de ce qu'est la vie justement dans un milieu rural comme ça. C'est des choses dont on parlait pas beaucoup à l'époque. Tout à fait. La bête du Gévaudan est un véritable geyser documentaire qui a donné à l'historien des milliers et des milliers de documents révélant notamment la vie en société de paysans pauvres sur lesquels l'attention n'aurait pas été autant attirée s'il n'y avait pas eu ce terrible fait divers. Jean-Marc Morisseau, on poursuit tout à l'heure cette discussion, si vous voulez bien. Tout de suite, 1764, la bête du Gévaudan, un texte de Vincent Delmas, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Christophe Auquet. Voilà des heures que je gèle sur le dos de mon mulet, pourtant je ne voudrais jamais arriver. Je ne crois pas avoir ressenti une telle pression sur la poitrine depuis mes débuts de prêtre.
Comment trouver les mots? Comment apporter du réconfort à qui vient de tout perdre? Ça y est, je vois la maison. De la fumée, Jeanne est là. Dire que l'an passé, je me trouvais sur le seuil de cette même maison, déjà endeuillé. Un mari emporté par la variole, et à présent, son unique enfant. Ah Seigneur, donne-moi la force. Septembre 1764, dans la province du Gévaudan. Vêtu d'un épais manteau recouvrant sa soutane, le père Tessandier descend de son mulet. Derrière lui, la lumière précocement automnale décline sur le mont Chauvet. En fin de journée, des chasseurs y ont découvert le corps d'une fillette de 10 ans. C'est au marquage des vaches qui pâturaient près du cadavre que les chasseurs sont parvenus à identifier l'enfant. Car la petite Madeleine a été retrouvée éventrée et le visage comme retroussé jusqu'au menton. À 45 ans, le père Tessandier sert Dieu et ses prochains avec la même abnégation qu'à ses débuts. Érudit, doté d'un physique solide, il est coutumier de l'adversité. Mais cette fois, le prêtre doit faire face à un fléau inédit. Mon père, entrez. Jeanne. Madeleine devrait être rentrée depuis longtemps. Ma fille, il va falloir être forte. Non. Où est-elle? Avec des gens de confiance. Je veux la voir. Dès demain. Pourquoi pas maintenant? Que s'est-il passé? Madeleine a été attaquée. On suppose par un loup. Ceux que l'on voit par ici sont craintifs. Madeleine sait les mettre en fuite avec son bâton. Les chasseurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un loup carnassier venu d'ailleurs. Mon père, il n'a pas suffi à Dieu de me prendre mon époux. À présent, il lui faut aussi ma fille. Dieu vous donnera la force de survivre à ce chagrin. Emmenez-moi tout de suite auprès d'elle. Mais Jeanne, il fait nuit. Et le loup rôde probablement toujours. Madeleine vous sera rendue au plus vite. Mais avant, vous devez prendre des forces. La fenêtre! Qu'y a-t-il? Dessus! Scintillant! Et une patte! Je ne vois rien. Oh mon Dieu! Une patte énorme! Enfin, vous êtes éprouvé, votre esprit vous joue des tours. Je ne suis pas folle, mon père. Bon, je vais aller voir. N'y allez pas, mon père. Vous aussi, il vous aura. Ah non, vous inquiétez pas. Oh. Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Avec mon tisonnier et ma lampe à huile. Jamais une bête sauvage ne s'approcherait si près d'une ferme. Encore moins pour se dresser jusqu'à la fenêtre. Quelle taille d'ailleurs devrait faire cet animal pour y parvenir? J'aurais dû emporter mon fusil. Oh, je suis ridicule. Et tout brille avec cette pluie. Ah, voilà la fenêtre. Et on dirait 2 empreintes très larges. Mon père, qu'avez-vous vu? Je n'ai rien vu, mais c'est là. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bonjour mon père. Étienne Lafont, subdélégué du Gévaudan. Je m'attendais à la visite du consul, mais pas à la vôtre, monsieur le subdélégué. Pourrais-je voir l'enfant, s'il vous plaît? Je dois vous prévenir, c'est insoutenable. Le corps de la précédente victime n'a pas été retrouvé. Je souhaiterais voir les blessures de celle-ci de mes yeux. La précédente victime? Il y a 2 jours, un jeune berger a disparu à Juliange. On n'a retrouvé que son chapeau
au milieu d'une mare de sang. Oh, Seigneur, vous pouvez faire pivoter le couvercle. Mon Dieu. Je vous avais prévenu. À présent, je dois le sceller. Ma mère ne doit pas avoir le corps de son enfant dans cet état. Faites. Les chasseurs parlent d'un loup, n'est-ce pas? Le loup s'attaque au bétail et pas au berger. Et hier soir, l'animal m'a suivi depuis le corps de la petite jusqu'à la ferme de sa mère. Vous trouvez ça habituel? Vous l'avez vu? Non, le jour était tombé, mais j'ai vu ses empreintes et entendu son grognement. C'est bien plus gros qu'un loup. Je veux voir ses empreintes. C'est qu'avec la pluie tombée cette nuit, il ne doit rien en rester. Que devons-nous chercher, alors? Messieurs, chaque semaine, je traque le gibier de toutes sortes. Jamais je n'ai vu d'empreinte de cette taille. Et leur forme, alors? Proche de celle d'un loup. Oui, proche. Étienne Lafont a compris que les chasseurs locaux ne suffiront pas pour abattre l'animal. Il ordonne au capitaine Duhamel du régiment de Clermont-Prince de prendre un détachement d'une 60aine d'hommes pour venir traquer l'animal. Dans l'attente de l'arrivée des militaires, le subdélégué fait passer des consignes aux paysans. Les troupeaux doivent être gardés par groupe. Adultes comme enfants doivent s'armer de fourches et de baïonnettes. Quant aux seigneurs du Gévaudan, ils sont invités à prêter main forte avec leurs gardes-chasse et leurs meilleurs chiens. Cette mobilisation rassure les habitants du Gévaudan. L'animal, que l'on appelle désormais la bête, en raison de sa nature indéterminée, va trouver adversaire à sa taille. Le 15 septembre, le capitaine Duhamel arrive en Gévaudan. Étienne Lafont l'accueille en personne. Capitaine, vos hommes vont être guidés jusqu'aux auberges du village. Je compte organiser une battue au plus vite. Des dispositions ont-elles été prises? Je vous présenterai dès demain matin le comte de Morangiès et le marquis d'Apcher, qui vous assisteront dans vos chasses. Messieurs, voici le père Tessandier. Mon père. Il a approché l'animal. Avant de prendre mes quartiers, je voudrais que vous me rendiez compte de la situation. Cette semaine, une bête a emporté un jeune berger, à quelques lieues d'ici. Puis, il y a eu la petite du village, en partie dévorée. Et ce matin, une paysanne a été attaquée alors qu'elle travaillait au champ. Elle n'a survécu que grâce à l'intervention de son époux. Elle peut donc décrire l'animal? Oui, mais la description qu'elle en fait semble plus le fruit de la peur qu'elle a ressentie sur l'instant que celui de la réalité. Ces mots, je vous prie. C'est le père Tessandier qui a recueilli son témoignage. Elle dit la bête grande comme un veau d'un an. La tête plus grosse que celle d'un loup. La gueule béante. Une longue queue et des pattes griffues comme celle d'un ours. Capitaine, à quoi pensez-vous avoir affaire? Il y a quelques années, une hyène s'est échappée d'une ménagerie. Il n'est pas impossible que nous courions après un animal exotique. Collectionner des animaux étranges est peut-être un loisir courant en ville, mais dans le Gévaudan... Le prédateur a pu voyager. Et un animal enragé? Y a-t-il parmi les victimes rescapées certaines qui ont été contaminées par la rage? Pas que je sache. Je veux le voir. Je sais qu'il est ici. Laissez-la entrer. Capitaine, c'est la mère de la petite retrouvée sur le mont Chauvet. Vous êtes l'homme qui va diriger les chasses? On m'a chargé de détruire l'animal, en effet. On raconte que ma petite Madeleine n'est pas la seule victime. On dit que vous chassez la bête depuis longtemps. Je traque une bête féroce qui sévissait il y a peu sur la montagne de la Margeride. Combien de vies a-t-elle déjà prises? 17. Et à peu près autant de personnes mutilées. Alors à quoi ont servi vos opérations? À part à rabattre la bête sur ma fille? Madame, le capitaine Duhamel est là pour nous aider. Ce qui aurait aidé Madeleine, c'est qu'on fasse appel à des chasseurs, pas à des soldats. Pardonnez-la, elle est inconsolable. Je comprends. Demain à la première heure, je veux que l'on me conduise sur les lieux de la dernière attaque. Le capitaine Duhamel rassemble des centaines de paysans qui servent de guides et de rabatteurs à ses hommes. On promet à qui tuera la bête une récompense de 200 livres. Le temps des battues, on autorise même certains paysans à porter une arme. La forêt de Mercoire, dont on pense qu'elle sert de repère à la bête, est fouillée mètre par mètre. Des morceaux de viande empoisonnée sont placés aux principaux lieux de passage. En vain. De nombreux loups sont débusqués et abattus, mais aucun ne correspond aux descriptions faites de la bête.
Pire encore, bien des journées s'achèvent par l'annonce d'une nouvelle attaque, par la découverte d'un nouveau cadavre atrocement mutilé à des lieues de là. Le moral des habitants du Gévaudan s'effondre. Le père Tessandier participe au battu, un fusil à la main. Je n'entends plus les batteurs. Ils ont dû redescendre vers les gorges. Je ferais mieux de rebrousser chemin. À moins qu'ils soient discrètement rentrés chez eux. Faut dire, ces battues sont épuisantes et du temps en moins pour travailler leur terre. Seigneur, c'est elle. Tout correspond. La grande queue, la tête énorme. Pas de panique. Mon fusil est chargé. En joue. Je descends vers la rivière. Je l'ai dans ma ligne de mire. En plein dans les côtes. Maintenant, il faut l'achever. Mon couteau. Dieu Tout-Puissant. Comment peut-elle courir comme si de rien n'était ? J'ai à vous parler, mon père. Dites-moi, capitaine. On m'a rapporté vos mésaventures. J'ai peine à y croire. J'ignore ce que l'on vous a dit, mais j'ai vu la bête. Et elle est conforme à bien des témoignages. On dit surtout que vous avez tiré dessus 2 fois. Comment se fait-il alors qu'elle ne soit pas morte? Vous l'avez manquée. Elle s'est effondrée à chaque tir. Je l'ai même entendu gémir. Alors pourquoi ne pas l'avoir achevée? Encore aurait-il fallu qu'elle soit blessée. Après 2 balles. Voyons, mon père. Votre poudre aura pris l'humidité, la puissance du tir en aura été réduite d'autant. Non, mon fusil a parfaitement fonctionné pour tuer le lièvre que vous voyez là. Une bête qui résiste aux balles tirées de surcroît par un homme de Dieu. Déjà que les paysans fuient les battus. Qui osera me seconder si chacun pense que c'est le diable que je poursuis? Je le déplore autant que vous, capitaine. Mais j'ai vu ce que j'ai vu. Tiens, une lettre avec le sceau de Monseigneur l'évêque de Mende. Nos malheurs préoccupent enfin notre haut dignitaire. Monsieur le curé, Monseigneur l'évêque ordonne des prières publiques. Une bête féroce, inconnue sous nos climats, est apparue comme par miracle. Par miracle. Il faut être bien loin du drame que l'on vit ici pour employer un tel mot. Jusqu'à quand, Seigneur, vous mettrez-vous en colère contre ce pays? Car n'en doutez point, chers fidèles, vos malheurs ne peuvent venir que de vos péchés. Ai-je bien lu? Notre évêque, pour soutenir nos paroissiens dans cette épouvantable épreuve, n'a pas trouvé mieux que de les blâmer. Dieu ne nous frappe que pour nous guérir. Enfin, qu'attend l'évêque de moi exactement? Je dois expliquer à Jeanne que c'est sa faute si sa fille est morte, dévorée par une bête sauvage. Que faire de ce mandement? Comme le redoutait le capitaine Duhamel, les paysans désertent les battus. On tarde même à lui signaler les nouvelles attaques, ce qui l'empêche d'exploiter les pistes fraîches. Les habitants du Gévaudan se barricadent. On va chercher de l'eau à la fontaine, la peur au ventre. Les bûcherons ne s'aventurant plus dans les forêts, le prix du bois s'envole. La terre étant délaissée, les denrées se font plus rares. Le souvenir de la grande famine de 1750 refait surface. La presse s'empare des événements. Le Courrier d'Avignon relate, semaine après semaine, le parcours sanglant de celle que l'on appelle désormais la bête du Gévaudan. Puis c'est au tour de la Gazette de France, organe officiel du royaume, de consacrer au sujet des colonnes entières, illustrées de gravures fantaisistes de la créature. Bientôt, ces colonnes empiètent sur celles consacrées au roi et à sa cour. Le temps du capitaine Duhamel semble compter. Monsieur Lafond, vos paysans me reprochent de ne pas encore avoir tué la bête. Mais ils ne font rien pour m'aider. Qu'attendent-ils, que cela leur tombe du ciel? Ils sont terrorisés, capitaine. 14 inhumations en quelques semaines. Et la barbarie de la bête qui ne cesse de croître. Augmenter les primes? Avec ce que j'ai obtenu des États du Languedoc, les récompenses s'élèvent à présent à 3800 livres. C'est considérable. Non.
Le problème n'est pas là. Alors vous aussi, vous pensez que le problème, c'est moi? Votre engagement n'est pas en cause. Vous pâtissez du manque de résultats, voilà tout. Et manque de chance, surtout. L'autre jour, mes hommes et moi pistions la bête, quand elle s'est réfugiée dans des bourbiers. 2 jours plus tard, c'est à travers un lac gelé qu'elle s'est enfuie. Allez donc flairer sa piste après ça. Elle est perspicace, tout le monde en convient. Perspicace? Clairvoyante, oui. Elle n'emprunte jamais 2 fois le même chemin. Elle ne touche à aucun des pièges garnis de viande fraîche. Lorsqu'elle fait une victime, elle s'empresse de mettre des kilomètres entre elle et nous. Je sais, capitaine. À dire vrai, je commence moi-même à m'interroger sur la nature de ce que nous traquons. Les mois passent. Après la Gazette de France, c'est au tour de la presse internationale de faire ses choux gras des événements. En Angleterre et ailleurs, on se rit de ce roi mis en échec par un animal. La bête du Gévaudan est devenue une affaire d'État. Et pour Louis XV, il est temps de retirer la gestion de cette affaire aux soldats pour la confier à de vrais chasseurs. Aussi, il jette son dévolu sur son lieutenant général de chasse personnel, François-Antoine. À son arrivée en mai 1765, le chasseur royal, qui considère qu'il ne peut s'agir que d'un loup, relève toutefois la grande audace de l'animal. Ce chemin fait bien des détours. Et où sont mes hommes? Eh, vous! Ça passe par ici? Ici? Oui. Le terrain a l'air meuble, hein. À quel point? Moi, j'y passe tous les jours. Pas aussi bien habillé que vous, pour sûr. Si vous le dites. On s'enfonce vite, quand même. Mon cheval en a jusqu'au ventre. Ma parole, ce sont de vrais marécages. Ça vous fait rire. Vous savez ce qu'il en coûte de s'en prendre au lieutenant des chasses de Sa Majesté? Enfin, sortez-moi de là. Vous vous en sortez très bien. Continuez comme ça. Je vous retrouverai. Vaut rien. Ces bandits ont volontairement mis ma vie en danger. Je veux les retrouver. À leur description, il semble que vous parliez de Jean Chastel et de son fils Antoine. Ils n'ont pas bonne réputation. Pas surprenant. On accuse le père de sorcellerie et le fils vit seul dans la forêt avec les molosses qu'il élève. Dans ce cas, chacun se sentira en sécurité de les savoir en prison. Ce ne sera pas simple, mais je les ferai chercher et emprisonner. Ah, mon père. Respect, messieurs. Je vous présente François-Antoine, lieutenant de chasse du roi. Pardonnez mon intrusion, mais on m'apprend que les moutons de Madame Barlier sont livrés à eux-mêmes. J'ai pensé que cela vous intéresserait. Et comment? Emmenez-nous sur les lieux. En effet, le troupeau semble abandonné. Madame Barlier connaît cette colline par cœur, c'est pas normal. C'est pas une silhouette là-bas? Oui, vous avez raison. Messieurs, il est possible que nous nous soyons inquiétés pour rien. Elle dort contre un rocher, votre Madame Barlier, non? Ça en a tout l'air. Avec son chapeau rabattu sur le visage. Marguerite? Soulevez son chapeau. Marguerite? Oh Dieu Tout-Puissant. Mais où est sa tête? Oh Seigneur. Nous savions la créature infernale capable d'arracher la tête d'un enfant, mais celle d'un adulte. Et comment expliquer cette abomination? Quel être a bien pu rhabiller Madame Barlier telle une marionnette macabre? Et dans quel but? Seigneur, venez-nous en aide. La nuit même, on raconte que la bête n'a cessé de rôder autour de la maison des Barlier, en poussant des cris ressemblant à des pleurs humains. Pour certains, ces cris glaçants ne peuvent être que l'œuvre du malin.
Mais pour d'autres, il s'agit de ceux d'un sadique qui, de toute évidence, ne craint pas la bête, son maître. Sans oser prononcer son nom, tout le monde pense à la famille Chastel et en particulier au fils, Antoine, le dresseur de chiens de combat qui vit reclus dans les bois. Cheveux longs et sales, la barbe hirsute, la peau velue, tout dans son apparence alimente sa réputation de loup-garou. On dit aussi qu'il fut dans sa jeunesse retenu prisonnier sur les côtes barbaresques où on l'aurait forcé à marcher sur des crucifix jusqu'à ce que son créateur le renie. Mais qu'en est-il réellement ? 2 jours plus tard, la tête de Madame Barlier est finalement retrouvée, rongée jusqu'à l'os. Le père Tessandier, bien que sollicité de toutes parts, n'en oublie pas Jeanne. Avez-vous réfléchi à ma proposition ? Le comte de Morangiès ne sera pas indéfiniment à la recherche d'une employée de maison. Et abandonner la ferme ? Ce serait comme dire adieu à mon époux et à ma fille une seconde fois. C'est quoi, toutes ces lettres ? J'ignorais qu'on puisse en recevoir autant. En cas de décès, disons, inhabituel, la loi oblige les curés à consigner dans le registre de sépulture les circonstances dans lesquelles il est survenu. J'ai demandé à mes collègues de me faire parvenir la copie de ces mentions. Vous faites comme si on ne connaissait pas déjà les coupables. Alors vous aussi, vous pensez qu'Antoine Chastel commande au loup ? Ou qu'il les utilise pour masquer ses propres crimes. Pourquoi pas ? Il m'avait semblé, ma fille, que vous raisonniez mieux que la majorité des villageois. Bien. Dans ce cas, dites-moi ce que vous ont appris vos lettres. Vous avez probablement entendu dire que la bête s'attaque plus aux femmes qu'aux hommes. Oui. Et on inhume plus de femmes, surtout. Et vous pensez que ces femmes sont victimes de la perversion d'Antoine Chastel avant que de l'être des crocs de la bête. Ça expliquerait les nombreux corps dénudés. Alors, regardez l'assiette sur la table. Pour chaque femme décédée, j'y ai mis un grain de blé et un grain de seigle plus sombre pour chaque homme mort. Que remarquez-vous ? Il y a 2 fois plus de femmes. Vrai. Mais j'ai également demandé à mes collègues de m'envoyer les témoignages des rescapés de la bête. Regardez à présent la seconde assiette. C'est plus sombre. Peut-être parce que les hommes se défendent mieux. Or, si on additionne les victimes décédées et celles rescapées, allez-y, versez le contenu de la première assiette dans la deuxième. La bête attaque autant les hommes que les femmes. Nous devons nous méfier de nos impressions, ma fille. Et je suis convaincu que tant que nous ne comprendrons pas la bête, nous en serons réduits à compter nos morts. Monsieur Antoine, qu'y a-t-il, Lafont ? Je reviens de 3 jours de chasse. J'aspire un peu le repos. Que se passe-t-il ? Une révolte ? Vous n'êtes pas au courant ? Une vachère vient d'être massacrée. À quelques pas. Impossible. Il y a 4 heures à peine, nous talonnions l'animal à des lieues d'ici. C'est son œuvre, monsieur. Elle m'aurait suivi. Je ne vois pas d'autre explication. Comment ne pas y voir de la défiance ? Pire, la bête me nargue. C'est ce qu'on en pensera à Versailles. Cela doit cesser. Au plus vite. 21 septembre 1765. 4 mois ont passé depuis l'arrivée de François-Antoine, quand on l'informe que des loups ont été repérés dans un bois de l'autre côté de l'Allier, à 3 bonnes heures de cheval. Accompagné de gardes-chasse et de limiers, François-Antoine débusque un loup de grande corpulence et l'abat. Sa taille, plus de 80 cm au garrot, son poids, près de 60 kilos, tout laisse à penser qu'il s'agit bien de la bête féroce qui a tué des dizaines de personnes en Gévaudan en moins de 15 mois. François-Antoine décide de faire autopsier le monstre, de l'empailler, puis de l'envoyer à Versailles. Fixé sur un socle de bois, exposé dans les jardins du roi, la bête va être durant des semaines le centre d'intérêt de toute la cour. Louis XV parvient enfin à faire taire ses détracteurs qui, dans cette affaire, lui reprochaient son laxisme. Mais ce loup, si hors norme soit-il, est-il pour autant la bête du Gévaudan ?
Je suis le subdélégué. Ah, vous tombez bien, mon père. Je m'apprête enfin à quitter votre village. Mais pourquoi cette mine grave? On me rapporte le récit d'attaque de paysans du côté de Marcillac. Oui, j'en ai eu vent, moi aussi. Mais nous ne déplorons aucun décès depuis que François-Antoine a abattu ce grand loup. Non, j'ai vu la bête, ce n'est pas un loup. Mais vous avez vu l'animal tué par Monsieur Antoine? Non, il devait être trop pressé de l'exhiber à Versailles. Écoutez, regardez ce livre de Buffon, spécialiste de la question animale. Il y a ici une représentation de la dentition du loup. J'ai peu de temps, mon père. Non, regardez la mesure d'une dent. Il est écrit 1 pouce. Je ne compte plus les dépouilles que j'ai vues de près, mais je vous assure que les empreintes de crocs y étaient bien plus profondes. Que dit l'autopsie à ce sujet? Malheureusement, le chirurgien n'a pas jugé bon de relever cette mesure. C'est fâcheux. Non, c'est étrange. Une mesure de cette importance. Je ne remets pas en cause votre sincérité, mon père. Mais ce que vous avancez ne repose que sur votre observation personnelle. Il y a une autre grande lacune dans ce rapport. Je vous invite à y chercher la mention du coup de baïonnette que Marie-Jeanne Vallet a porté au poitrail de la bête, devant témoin. Elle n'y figure nulle part. Monsieur, ce n'est pas la bête. 2 mois et demi sans mort, mon père. Ça devrait vous interpeller. Non, ce n'est pas la première fois que nous bénéficions d'un tel répit. La bête du Gévaudan a été abattue, c'est officiel. Et si celle-ci devait malgré tout réapparaître? Jamais le roi ne le reconnaîtra. C'est pourquoi je vous implore de rester encore un peu. Qui alertera les autorités si elle revient? Ma présence ici n'est plus requise. Je délaisse les autres territoires depuis bien trop longtemps déjà. Je suis navré, mon père. Ma voiture m'attend. Non. Ne partez pas. Oh, Seigneur. 2 jours plus tard, la petite Agnès Mourgue est retrouvée, nue et décapitée. À cette macabre découverte succéderont bientôt de nombreuses autres attaques, souvent mortelles. Car comme l'a prédit le père Tessandier, la bête du Gévaudan n'est pas morte. Le glas et le tocsin, sinistres, résonnent de nouveau dans les villages. Réquisitionnés afin d'assister à des battues aussi exténuantes que désordonnées, les paysans, ayant perdu leur récolte et leur foin pour le bétail, sont réduits à la misère. Bientôt, on n'ose plus sortir de chez soi ou en tremblant, la main sur le couteau. Accablé, le Gévaudan tout entier s'en remet à Dieu. L'évêque ordonne des prières de 40 heures. D'immenses processions sont organisées, ce qui n'empêche en rien la bête de continuer son périple sanglant. Voilà bientôt 3 ans que nous côtoyons l'horreur au quotidien. Comment pourrais-je avoir les idées claires? Pourtant, malgré le chaos, les éléments semblent reliés entre eux. La bête n'est pas un loup, mais elle y ressemble. Derrière ces crimes, on devine la présence de l'homme. Je ne pense pas seulement aux manipulations de cadavres, qui peuvent être l'œuvre d'opportunistes malsains. Non, je pense à son comportement presque domestique. Beaucoup de témoignages le rapportent. Un homme qui rejoignait Saint-Privat à cheval m'a raconté un jour que la bête avait fait une bonne partie du chemin à ses côtés, comme l'aurait fait un chien. Dans ce cas, comment se fait-il que son alimentation se compose de chair humaine, et uniquement de celle-ci? Aucune attaque de vache ou de mouton recensée en plus de 2 ans. La bête aurait-elle été nourrie à l'être humain depuis son plus jeune âge? Mon père? Je suis là. Pardon, Jeanne, je réfléchissais. Et je sais à quoi. Vous pouvez m'en parler, vous savez. Il y a quelque chose que je ne m'explique pas. Puisque François-Antoine n'a pas tué la bête, comment se fait-il que les attaques aient tout de même cessé? Elle se remettait peut-être d'une blessure. On ne m'a rien rapporté allant dans ce sens. Non, c'est comme si quelqu'un avait voulu éloigner le chasseur du roi en lui laissant croire qu'il avait obtenu satisfaction. Qui pouvait espérer le plus son départ? Sans conteste, Jean Chastel est son fils. François-Antoine a expressément ordonné qu'il ne soit libéré qu'après son départ. Qui aura retenu la bête alors, le temps que François-Antoine quitte le Gévaudan? Le clan Chastel est grand. Vous ne les considérez donc plus comme victimes de leur réputation? Je tente seulement de relier les événements entre eux, ma fille. Et plus le temps passe, plus les attaques se concentrent autour de leur fief. Printemps 1767.
Le dégel arrive enfin. Avec lui, reviennent sur les pâturages le bétail et leurs petits bergers. Le danger est toujours là, bien sûr, mais il est vital de nourrir la dernière source de subsistance de la région. Pour la bête, qui s'est rationnée tout l'hiver, le temps est enfin venu de faire bombance. Le Gévaudan connaît sa pire hécatombe. Le 16 mai, Marie d'Anty, fillette de 12 ans de la Bessière Sainte-Marie, garde les moutons de son grand-père. Mais à la sortie d'un hameau, l'enfant est attaqué, puis dévoré par la bête. Jean Chastel, qui s'était pris d'affection pour la fillette, veille son corps en bon voisin. Ce qui, au village, ne manque pas d'étonner. Le père Tessandier vient rendre visite à Jean Chastel. Entre, curé. T'es venu voir la petite? On m'a dit que vous teniez beaucoup à cet enfant. Oui. Elle venait jouer souvent. On se baladait. La province entière est endeuillée. Pour être honnête, je ne sais plus comment réconforter mes fidèles. Mes mots ne semblent plus avoir de sens. Mais que fais-tu, curé? Vous avez vu dans quel état la bête a mis la petite Marie? Repose ce drap. Savez-vous combien j'en ai vu des comme ça en 3 ans? Non. Moi non plus. Tenez. Sa médaille de la Sainte Vierge. Monsieur Chastel, si seulement Marie pouvait être la dernière. Il faudrait. On me dit que vous participerez à la battue de demain? Si je fonds cette médaille pour en faire une balle, tu la béniras, curé? Je la bénirai. 19 juin 1767. Au sommet du mont Chauvet, la bête dort dans d'épaisses broussailles. Du sang couvre par endroits son pelage hirsute. Soudain, ses oreilles pointues se dressent. L'éclat rougeâtre de ses yeux balaye les environs. La bête se redresse nonchalamment, s'étire, puis bâille, découvrant sa dentition proéminente et affûtée. Surplombant la région, la créature établit son plan de fuite, qu'elle met à exécution avec sérénité. À la sortie du bois, elle s'immobilise un instant, le temps que sa vision s'adapte à la lumière de la clairière. Elle n'est pas seule. À quelques pas de là, adossé à un frêne, Jean Chastel fait le guet. La bête est devant lui. Leurs regards se croisent sans qu'aucun ne réagisse. Seule la main de Chastel se rapproche doucement de son fusil. Et soudain, Jean Chastel avance prudemment vers le redoutable prédateur, enfin devenu proie. Constatant que l'animal est mort, il prononce ces quelques mots. « Bête, tu ne mangeras plus. » Je ne pensais plus pouvoir le dire. Mais la bête est morte. Après 200 attaques et près de 100 morts, le carnage a enfin cessé. Ai-je contribué à mettre un terme à cette tragédie en rendant visite à Jean Chastel? Possible, mais dans ce cas, aurais-je dû le faire plus tôt? Cette question me hante, bien sûr, comme beaucoup d'autres. Est-ce Antoine Chastel qui a donné naissance à cette abomination, en croisant l'un de ses chiens de combat avec une louve? Et si quelqu'un a créé la bête, quel était son but? Plusieurs seigneurs du Gévaudan nourrissent une profonde rancœur envers la couronne. La bête avait-elle vocation à défier l'autorité du roi? Auquel cas, quelle réussite! Mais au prix de quel malheur! La soutane, qui m'ouvrait la porte du plus modeste paysan jusqu'à celle des notables du pays, et qui me permettait de fourrer mon nez un peu partout, je le confesse aujourd'hui, je l'ai rendu. À trop fréquenter le désespoir, on sombre soi-même dans l'abîme. Il y a une âme, toutefois, dont je continue à prendre soin. Jeanne. Je travaille sa terre, en échange du gîte et du couvert. Mais ma vie suffira-t-elle à estomper chez elle le legs effroyable de la bête du Gévaudan? 1764, la bête du Gévaudan de Vincent Delmas, avec le père Tessandier François Loriquet,
Jeanne, Judith Morisseau, Étienne Lafont, Gabriel Dufay, le capitaine Duhamel, Grégoire Mont-Saint-Jean, Antoine de Beauterne, Philippe Dormois, Jean Chastel, Dominique Parent. Bruitage, Élodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Manuel Couturier et Dauphin Guéride. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Christophe Hoquet. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter. On poursuit dans quelques minutes la discussion sur la bête du Gévaudan avec mon invité, l'historien Jean-Marc Morisseau. Machine assisted, I disappeared into a dream you don't wanna hear. How I got caught up in nowhere again. It feels like I've been silent running through the infinite pages. I scroll out, searching for a new world with some sunrise. Silent Running sur France Inter. Autant n'importe l'histoire est réalisé par Paul Laporte, assisté de Frédéric Martin, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Antoine Teboul. Jean-Marc Morisseau, alors cette bête du Gévaudan, cette fameuse bête du Gévaudan fait couler beaucoup d'encre depuis le XVIIIe siècle. Est-ce qu'on sait aujourd'hui avec certitude ce qu'elle était cette bête? Est-ce que c'était une bête, plusieurs? Est-ce que c'était un loup? Est-ce que c'était un croisement d'un loup avec un chien ou quelque chose comme ça? Alors, cette bête du Gévaudan a d'abord été un filon littéraire qui a attiré les romanciers au XIXe siècle et surtout au XXe siècle avec Abel Chevalet et Henri Pourrat qui en ont fait une véritable histoire à succès à l'intention du grand public
En tant qu'historien, évidemment, les choses sont un peu différentes puisque les réalités sont tangibles. Il y a eu des attaques effectives, il y a eu 80 à 90 morts. C'est quand même pas qu'une histoire fictive, on n'est pas que dans un phénomène médiatique. Non. Il y a eu quand même la presse énormément s'est emparée de réalités qui arrivaient régulièrement dans la France d'Ancien Régime, également en Europe. On trouvait des cas similaires en Italie, en Espagne, en Europe de l'Est, etc. Mais comme il n'y avait pas beaucoup de sujets à traiter pour le grand public à cette époque, et comme il y avait un journaliste extrêmement doué qui avait lancé en quelque sorte une série de feuilletons sur la question avec le Courrier d'Avignon, puis la Gazette de France, elle a atteint vraiment une renommée médiatique très importante. Mais là, pour répondre à votre question, oui, l'historien sait en tout cas ce que n'est pas la bête. C'est évidemment pas un criminel, c'est évidemment pas un loup-garou, même si les gens de l'époque pouvaient le penser puisqu'ils croyaient à la sorcellerie. C'est évidemment pas un tigre ou un animal fantastique, cela va de soi. C'est tout simplement un canidé sauvage, comme il y en avait en Europe occidentale depuis le Moyen-Âge, qui de temps à autre s'attaquait à l'homme. Simplement, on peut discuter du nombre de ces canidés sauvages. Il y en a eu peut-être au moins 2 ou 3, mais peut-être il y en a eu 4 ou 5. Les traces documentaires, les concordances scientifiques, la cohérence également que l'on voit entre tous les événements ne laisse place à aucun doute. La seule chose, c'est que il n'est pas interdit de penser que sur les 3 ou 4 ou 5 loups qui ont donné lieu à la bête du Gévaudan, il n'y ait pas un hybride de chien ou de loup, ou a fortiori un descendant d'un hybride. Mais ça ne changeait rien à la gravité de la situation qui réapparaissait dans d'autres régions d'une manière souvent un peu plus mineure, mais quelquefois tout aussi considérable et tout aussi meurtrière. Il y a eu des bêtes du Gévaudan en Touraine qui ont fait 200 à 300 morts. Il y a une bête du Gévaudan, entre guillemets, en Gâtinais, qui a fait 300 à 400 morts. Donc, il faut relativiser les choses. Oui, en fait, l'histoire de la bête du Gévaudan, c'est aussi une manière pour nous de connaître ce que vivaient les paysans de cette époque-là, face à des fléaux tels que le loup. Oui. Alors, simplement, ce n'était pas un loup enragé, c'était pourtant une époque où les loups enragés étaient extrêmement dangereux. Il y avait encore des loups prédateurs qui s'attaquaient occasionnellement à l'homme, qui faisaient de temps en temps 3-4 morts ou 10-15 morts. Mais là, il est question quand même de 80-90 morts, c'est quand même plus sérieux quand même. Et surtout, ça vient à la fin d'un cycle. Autrement dit, la bête du Gévaudan est un tard avisé, en quelque sorte, parmi les bêtes et les animaux, parce que des attaques de ce type, il y en a eu beaucoup au XVIe siècle, au XVIIe siècle ou au début du XVIIIe siècle. Il y en avait déjà beaucoup moins dans la seconde moitié du XVIIIe siècle en France. Il y en aura encore un peu, jusque vers 1817, 1820. Mais ça commençait à s'effacer. Et comment expliquer que tout à coup, il y a des phénomènes de loups anthropophages qui s'attaquent avec une telle violence à des humains. Il y a plusieurs causes. Surtout des femmes et des enfants. La première cause, c'est que la France, comme les États européens, ont souvent été en guerre les uns contre les autres, évidemment. Et à la faveur de ces guerres étrangères, notamment, les armées semaient des cadavres, d'abord d'animaux, parce qu'il y avait beaucoup d'animaux domestiques qui suivaient les troupes, et puis de femmes et d'hommes. Et les loups charognards, attirés par les cadavres ou les moribonds, ont pu prendre goût, pour certains, c'était vraiment une toute petite minorité, mais très dangereuse, évidemment, à la chair humaine. Ça, c'est la première raison. Mais ça n'a pas joué pour la bête du Gévaudan, puisque la guerre était très loin, et donc on voit pas ce que l'on retrouve pour d'autres cas similaires. En revanche, il y a un deuxième élément, c'est que les meutes de loups, évidemment, étaient très importantes, couvraient tout le territoire européen, et en France, de la pointe du Raz jusqu'à l'Alsace et du nord au midi, il y avait des loups partout. Oui. Et quand des individus disperseurs étaient en quête, en quelque sorte, d'autres territoires de chasse, pour fonder une nouvelle meute, ils pouvaient, évidemment, profiter, en quelque sorte, de la vulnérabilité des hommes et des femmes, et d'abord des enfants, et saisir une occasion. C'était rare. Mais ça pouvait arriver. Et quand ça arrivait et que ça marchait, puisque la prédation était plus facile, ils y revenaient. Voilà, donc c'est vraiment la deuxième raison. C'est le phénomène de répétition. Voilà. Et la troisième raison, c'est l'état de la société et de l'environnement, notamment dans les campagnes, qui fait que les populations rurales laissaient en quelque sorte exposer des enfants de 5 à 13 ans, jusqu'à 15 ans même, qui gardaient des troupeaux. C'était d'abord des vaches, quelquefois des chevaux, et très secondairement des moutons, parce que pour les moutons, il y avait des bergers professionnels. Eh bien,
bien, ces enfants, ils allaient très loin des habitations, ils allaient aux portes des forêts, et ils pouvaient être à la merci de l'observation, voire de l'attaque de prédateurs. Le méchant loup du petit chaperon rouge, finalement, c'est pas une légende. Je croyais que c'était uniquement une fiction littéraire, quand j'ai retrouvé moi-même dans mes recherches historiques des dizaines de véritables petits chaperons rouges à la même époque que Perrault écrivait évidemment et publiait ses contes de la Merlois. C'est une histoire de loup, Jean-Marc Morisseau, mais c'est aussi une histoire une histoire humaine. Voilà, c'est ces populations qui vivent quand même dans des situations extrêmement difficiles, précaires, et ce père Tessandier, qui est le héros de l'histoire qu'on vient de raconter, qui est un personnage fictif, mais qui ressemble quand même à des curés qui, à l'époque, ont été témoins de ces attaques de loups et qui ont rapporté ces histoires. Et donc on voit ce rôle du curé de campagne comme ça, qui est proche du peuple et qui en même temps est un peu l'interface entre le peuple, des paysans et les autorités qui l'écoutent ou non. Tout à fait. Le curé de campagne, il y en avait quand même 30 à 35 000 en France, sans parler de leurs vicaires, jouait le rôle d'intermédiaire culturel entre les lumières de la ville et puis la paysannerie, et d'autre part, d'agent administratif à l'égard du roi et de ses représentants, en l'occurrence l'intendant ou le subdélégué. Il était informé de tout, il était plus cultivé, il avait un horizon intellectuel plus large, oui. Il pouvait comparer, et il était le défenseur attitré de ses ouailles, c'est-à-dire de son troupeau qu'il devait sauver, évidemment, au point de vue théologique et spirituel. Et beaucoup de curés connaissaient beaucoup l'environnement, étaient chasseurs par ailleurs, et étaient habitués, évidemment, aux réalités de la nature et à la faune sauvage. Et dans l'affaire de la bête du Gévaudan, beaucoup de curés ont pris la tête des battus contre les loups pour exterminer, évidemment, ces prédateurs. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui dans le Gévaudan de cette histoire de la bête du Gévaudan ? Alors il reste surtout un bel outil patrimonial qui développe le tourisme depuis 30 à 40 ans. D'abord dans le sud de la Haute-Loire, autour de Saugues en particulier, mais également en Lozère, autour de Saint-Chély-d'Apcher ou d'Aumont-Aubrac. Et les touristes, depuis plusieurs décennies, peuvent visiter des expositions, ont des rencontres littéraires ou artistiques qui sont liées à la bête du Gévaudan. C'est un élément culturel emblématique qui valorise des régions qui sont toujours aujourd'hui quand même à l'écart des grands courants de transformation et qui sont également des régions relativement lointaines pour les urbains qui sillonnent la France et l'Europe pendant leurs vacances. Merci beaucoup Jean-Marc Morisseau. Pour en savoir plus, je conseille la lecture de votre livre passionnant, La bête du Gévaudan, mythes et réalités, édité chez Talandier en 2021, et votre dernier livre, La mémoire des gens de la terre, chronique de la France des campagnes, 1789-1914, à paraître en septembre chez Talandier également. Voilà, cette émission est terminée. Vous pouvez la réécouter, la podcaster sur notre site radiofrance.fr où je serai ravie de découvrir vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Autant n'emporte l'histoire prend ses quartiers d'été. Nous nous retrouverons à partir du 2 septembre pour une nouvelle saison. En attendant, pour accompagner votre été, vous pouvez podcaster les émissions que vous auriez manquées. Je vous retrouverai par ailleurs avec ma série Espions, une histoire vraie, des portraits d'espionnes et d'espions, français, russes, américaines, roumains, égyptiens, anglais, des années 1930 à aujourd'hui. Ce sera tous les samedis de l'été à 13h15. Très bon été à tous.